Dans les titres de l'actualité, l'électrification est désormais un produit social de fait. Les coûts de branchement sont revus à la baisse. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres d'hier mercredi. Le point avec le porte-parole du gouvernement. Plus de délivrance des cartes d'identité non biométriques au Bénin. Une nouvelle carte biométrique qui regorge de plusieurs atouts dans les formalités administratives nationales et internationales la remplace. Vous aurez détails avec Romaric Dossa. Et puis en interactualité, l'Afrique du Sud a fait ses adieux ce mercredi aux 21 personnes décédées dans des circonstances mystérieuses. Des centaines de personnes se sont rassemblées, vêtues de noir, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour rendre un dernier hommage aux victimes. Que du plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 6 juillet 2022. C'était donc sous la houlette du président Patrice Talon, chef d'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions dont ont été prises, dont celles relatives à la réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique au Bénin. Détail avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouidji. Réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique. L'objectif visé par le gouvernement, à travers les prescriptions édictées à cette fin, est d'optimiser les dépenses énergétiques des consommateurs tout en limitant les coûts d'infrastructures publiques ainsi que les impacts sur l'environnement dans tous les secteurs. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration du niveau d'efficacité et de diversification des sources énergétiques. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret subséquent et instruit les ministres concernés d'en assurer l'application rigoureuse. En point 2, cessation de l'établissement de cartes nationales d'identité non biométriques. Avec la prise du décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020, qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service de l'identité nationale. De fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à 1 semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux. Au chapitre des communications, contractualisation pour la fourniture de cartes d'identité prépersonnalisées à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La généralisation en cours du projet Assurance pour le renforcement du capital humain induira un plus grand besoin de cartes biométriques aux assurés. Afin d'éviter les ruptures de stock, en attendant la mise en service des équipements de l'ANIP, le Conseil a autorisé la fourniture par le prestataire habituel d'un lot de 1 500 000 cartes d'identité prépersonnalisées devant servir dans le cadre du maillage territorial du dit projet. Installation d'un nouveau système intégré de gestion des opérations douanières et de maintenance évolutive du guichet unique de commerce extérieur. Ce nouveau système douanier, dit Customs Web, repose sur les dernières avancées technologiques. Il permet d'automatiser intégralement les procédures douanières en développant des modules manquants au système actuel pour garantir la transparence des opérations réalisées. Le système tient compte des spécificités de notre environnement et corrige les insuffisances relevées sur la plateforme GUS tout en optimisant les performances de nos services douaniers. De ce fait, son installation entraînera le remplacement de celui en vigueur jusqu'ici dans notre pays, le Cydonia World. En point 4, Eh bien, parmi les décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 6 juillet 2022 figure la cessation de l'établissement de la carte nationale d'identité non biométrique au Bénin, une nouvelle carte qui regorge plusieurs atouts dans les formalités administratives nationales et internationales. La remplace, vous aurez détail avec un acteur
du secteur du numérique et de la digitalisation. Il nous expose ici les bienfaits de la carte d'identité nationale biométrique. Dans cet élément de Romaric Dossa et Pierre Akakou. Le gouvernement béninois met définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce mercredi 6 juillet 2022 à l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. À entendre le porte-parole du gouvernement, l'ancienne carte d'identité nationale n'est plus conforme aux standards internationaux. Une décision que partagent des acteurs de e-service. Nous sommes au siècle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président Patrice Talon rêve grand pour son pays. La carte nationale d'identité biométrique, c'est un toucher le coiffeur. Que tu sois béninois ou béninoise, tôt ou tard, tu passeras par là. Parce que c'est une migration de nos actes d'état civil qui sont obsolètes aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui on passe dans le numérique. Je pense qu'on devait tous encourager le président de la République, nous féliciter de ce que nous sommes en train de nous mettre à jour par rapport aux normes internationales. En s'appuyant sur quelques parties essentielles de la carte d'identité biométrique désormais recommandée par l'État béninois, cet acteur de e-service nous rassure de la sécurité des données et les avantages sont énormes. Il y avait déjà nos passeports qui sont dotés de puces, mais aujourd'hui, notre carte nationale d'identité biométrique produite par l'ANIP a à l'intérieur une puce. Deuxième chose qui est intéressante sur la carte nationale d'identité biométrique, il y a aussi bien sur la carte CIP, le numéro NPI, c'est le numéro personnel d'identification. Et ce numéro personnel d'identification vous suit toute votre vie. À l'époque, très peu de Béninois savent ce qu'on appelle IFU, le numéro personnel d'identification. Mais aujourd'hui, dès que vous êtes détenteur de votre carte nationale d'identité biométrique, le numéro NPI vous permet d'aller réclamer votre numéro IFU. Avec l'IFU aujourd'hui, tu veux acheter une parcelle, tu ouvres des comptes en banque, toutes les activités que tu dois faire au Bénin, et ça demande des documents administratifs, eh bien, tu as l'obligation d'avoir ton IFU sur toi. Il y a également un code QR qui vous référencie également sur... ça donne toutes les informations sur vous. C'est une carte que tu pourras voyager avec dans la CEDEAO. Voyez, ça te permet d'économiser des pages du passeport. Il faut également noter que les conditions d'accès à la carte d'identité nationale biométrique sont très abordables. Il suffit simplement d'aller vous enregistrer au niveau de l'ANIP. Vous y allez avec une de vos pièces d'état civil, soit la carte d'identité nationale, l'ancienne, soit votre acte de naissance, l'acte témoin qu'on appelle conventionnellement, soit votre carte LEPI, soit votre passeport. Dès que vous allez, que vous vous enregistrez, eh bien, en ce moment-là, l'ANIP considère que vous êtes dans la base de données numérique. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité et le droit de demander à avoir votre nouveau acte de naissance sécurisé. Cet acte de naissance sécurisé vous donne par la suite la possibilité d'avoir la carte CIP qu'on appelle conventionnellement le certificat d'identification personnelle. C'est vrai qu'elle n'a que valeur de 2 ans, mais ça vous permet aujourd'hui d'éviter de prendre encore les documents tels que les possessions d'État, les certificats de résidence, puisque sur la carte CIP, il y a déjà toute votre adresse qui est là-dessus. Et au-delà maintenant de la carte CIP, vous pouvez demander votre carte nationale d'identité biométrique. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 6 juillet 2022, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a pris des dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service d'identité nationale et le délai de traitement des demandes est réduit à 1 semaine. Audience au Conseil économique et social du Bénin, le président Tagbé Bian a reçu plusieurs délégations dont les membres de la plateforme de l'association des personnes du 3e âge. L'adoption de la loi pour la protection des personnes âgées au Bénin était au cœur donc des discussions. Suivons ici des avis et impressions après l'audience. Dans notre pays, il n'y a aucune loi qui encadre la vie des personnes âgées. Nous avons jugé mettre un avant-projet de loi sur le tapis. Cet avant-projet est au niveau du ministre de la Justice et il était de notre devoir
de voir le président du Conseil économique et social pour lui rendre compte afin qu'il nous aide à ce que cet avant-projet puisse devenir une loi dans notre pays. Dans les hôpitaux de notre pays, les personnes âgées ne savent souvent pas à qui s'adresser quand ils arrivent dans un hôpital. Nous lui avons dit notre vœu le plus cher. Le président de la République, pour nous, il est une personne âgée. Nous le considérons comme un pilier, c'est-à-dire un membre honoraire de la plateforme des personnes du troisième âge. Et parlons à présent sécurité au Bénin. Depuis quelques mois, les djihadistes frappent sur le territoire béninois au nord-ouest comme au nord-est. De nombreux décès sont à déplorer. Depuis la première attaque en décembre 2021, le Bénin a connu la prise d'assaut des commissariats de Monsey et de Dassari, et avec d'autres localités toujours dans le nord du Bénin. Vu la gravité des actes posés par les terroristes donc au Bénin, le gouvernement béninois a sa politique de défense du territoire et de la sécurité des populations. Reportage. La première attaque djihadiste sur le sol béninois a eu lieu ici, à Porga, dans la zone du parc national de la Pandjari. C'était en décembre 2021. 2 militaires et un assaillant y ont perdu la vie. Ensuite, la prise d'assaut des commissariats de Monsey et de Dassari, avec d'autres localités toujours dans le nord, a provoqué des pertes en vies humaines, tant dans le rang des forces de défense et de sécurité que des civils. Vu la gravité des actes posés par les terroristes, le gouvernement béninois a changé sa politique de défense du territoire et de la sécurité des populations. L'armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux qui peuvent venir perturber la quiétude des Béninois. Je dirais à la population béninoise qu'elle n'a pas de crainte à se faire. Nous allons faire de telle sorte que chaque fois que quelqu'un essaiera de s'attaquer au Bénin, qu'il le ressente au fond de sa moelle épinière. Robin Akombessi est président d'une association de consommateurs au Bénin. Ce défenseur des droits du citoyen dénonce le climat de peur qui s'installe dans le quotidien de la population, alors que dans le même temps, les attaques semblent devenir récurrentes. Pour lui, c'est la liberté du Béninois qui se trouve menacée. Cela empêche le consommateur d'avoir d'abord la sécurité psychique, parce que nous sommes dans la peur constante. On ne sait pas quand on va frapper. On ne sait pas où on va frapper. On ne sait plus là où vous êtes en sécurité lorsque vous vous déplacez. Vous avez besoin de vous rendre dans des régions et vous n'osez pas. Vous avez besoin de faire du tourisme, d'aller dans certains parcs, sur certains sites touristiques, vous n'osez pas. Ça veut dire que nous ne sommes plus libres. Suite aux premières attaques terroristes, une base militaire a été installée dans le nord du pays pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. De plus, le gouvernement du Bénin a mis en garde il y a quelques semaines contre les tentatives de groupes armés terroristes de recruter de nouveaux membres au sein de la population. Dans un autre registre à présent, Ladji, Sainte-Cécile et Voussa, des quartiers en bordure du lac Nokoué, dans le 6e arrondissement de Cotonou, s'apprêtent à vivre les prochaines grandes pluies. Une période souvent difficile que connaissent les habitants de cette zone durant le mois d'août, moment de l'année où le lac Nokoué est souvent en crue. Dans quel état se trouvent ces localités de la ville de Cotonou? Suivez donc le reportage de Kenneth Eganwi et Mathieu Soso pour plus de précisions. Après les premières averses orageuses de la grande saison pluvieuse de l'année, Ladji, Sainte-Cécile et Voussa s'inquiètent déjà pour les prochaines semaines. Moment de l'année où ces quartiers en bordure du lac Nokoué sont souvent inondés. Si ça plaît, ça bouge dans tous les quartiers. Et nous sommes dans l'eau. Nos femmes, nos enfants, ils sont tous rentrés dans l'eau. Je ne sais pas comment il faut faire. Il y a les enfants là. Et elles sont toujours dans l'eau, mais nos femmes... Ça reste un peu de temps pour que ça soit inondé. Donc, les pluies qui sont passées nous ont empêché un peu. Et d'autres qui sont dans des bas-fonds ont trouvé un peu de difficulté avant de sortir de leur maison. Dans 3 ou 1 mois maintenant, ça serait inondé. Nos lits sont en bas là, on les soulève.
Si quelque chose sont en bas, bon, on les met en haut pour que ça ne nous empêche pas. C'est au bord du lac et on peut dire que tout l'eau qui quitte Cotonou doit passer toujours par ici pour entrer dans le lac et les lagunes de Cotonou. Et c'est pas seulement ici qui est inondé par moment, mais il y a aussi un peu partout. Venez ici, vous avez souffert, hein, parce qu'il y a surtout de rond-point Sainte-Cécile pour ici, c'est de l'eau partout. Des inondations qui, selon les habitants de ces localités, ne sont pas sans difficulté. C'est les moustiques qui commencent par déranger un peu. Et à part les moustiques, quand il pleut, il n'y a pas de voie pour le passage. C'est un peu de l'eau partout, donc on est obligé de passer dedans pour les affaires. Et quand il pleut ici, il n'y a plus d'activité. Toute la population, chacun reste chez soi. Et puis, c'est un peu ça les difficultés, surtout le paludisme à propos des reculs d'eau qui sont observés partout autour de la zone. Difficulté sur les voies. Donc, s'il pleut là, bon, on n'arrive pas à circuler normal dans la voie. Donc, nous sommes obligés de prendre par l'eau. Donc, il y a les... Comment dirais-je, on ne laisse pas les enfants passer dans l'eau. Donc, on les soumet pour qu'on les met en haut. Toutefois, Ladji, Sainte-Cécile et Vossa devront être moins inondés cette année. Les travaux du programme d'assainissement pluvial en cours dans la ville permettront de limiter les dégâts. L'un des prochains chantiers de ce programme, faut-il le rappeler, c'est la construction d'un collecteur du carrefour Sainte-Cécile jusqu'à Ladji pour drainer directement les eaux de pluie dans le lac Nokwe. En interactualité à présent, démarrons par le Nigeria. Plusieurs centaines de détenus, dont une soixantaine de djihadistes, se sont donc échappés mardi soir d'une prison située en banlieue d'Abuja, capitale du Nigeria, après une attaque a affirmé le gouvernement du pays. Les autorités qui ont attribué l'attaque aux rebelles extrémistes islamiques au moment où des hommes armés ont lancé une attaque également mortelle contre un convoi de sécurité préparant donc la prochaine visite du président nigérian Muhammadu Buhari dans l'état de Katsina pour l'Aïd el-Kébir. Reportage. Au moins 600 détenus se sont évadés d'une prison d'Abuja à la suite d'une attaque survenue dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités nigérianes ont désigné le groupe djihadiste Boko Haram comme responsable de cette évasion de grande ampleur. L'organisation terroriste a ainsi pu libérer plusieurs de ses membres détenus au sein du centre de détention de Kuje, situé dans la capitale. Selon le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur nigérian, des individus décrits comme très déterminés se sont introduits dans l'enceinte de la prison vers 10 h du soir. Munis d'explosifs, ils sont parvenus à forcer la porte du bâtiment, tuant ainsi un des gardiens. Sur 600 détenus qui ont pu prendre la fuite, environ 300 ont été rattrapés par les forces de sécurité. Le nord du Nigeria est le théâtre depuis plus d'une décennie d'une insurrection portée par Boko Haram. Le conflit a causé au moins 35 000 morts et le déplacement de 2 millions de personnes selon l'ONU. L'année dernière, les rebelles avaient mené une attaque similaire dans l'état d'Imo, parvenant à libérer plus de 1800 détenus. Alors que Kinshasa et Kigali étaient à couteau tiré, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont entamé un processus de désescalade. Le président angolais Joao Lourenço, organisateur d'un sommet tripartite à Luanda, a annoncé mercredi 6 juillet 2022 que les chefs d'État sont parvenus donc à un accord de cessez-le-feu, ce qui pourrait donc apaiser les tensions au nord Kivu, frappé par les violences de conflit entre les armées congolaises et les rebelles du M23.
Un cessez-le-feu a été conclu entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Alors que les tensions s'intensifient entre les deux pays, les chefs d'État ont été reçus à Luanda, en Angola, pour un sommet destiné à apaiser le conflit qui oppose depuis des décennies la République démocratique du Congo au Rwanda. Mercredi, le médiateur angolais, le président João Lourenço, a annoncé l'accord d'un cessez-le-feu sans pour autant en évoquer les modalités. Une feuille de route censée atteindre cet objectif stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Et c'est pourquoi je m'étais dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Parmi les 6 points de la feuille de route pour la résolution des conflits dans la région figure la création d'un mécanisme de vérification des accusations mutuelles. Le mécanisme sera dirigé par un général angolais. En Afrique du Sud à présent, et je l'annonçais en titre, 21 jeunes gens et surtout des adolescents retrouvés morts dans une taverne et toujours pas d'explication. 10 jours après, l'Afrique du Sud s'est recueillie mercredi lors d'une cérémonie pour saluer leur mémoire en présence de cercueils vides symboliques. Plus de 1000 personnes dont le président Cyril Ramaphosa et de nombreux élus ont participé à cet office organisé pour leur mémoire. Reportage. L'Afrique du Sud a fait ses adieux mercredi aux 21 personnes décédées le mois dernier dans des circonstances mystérieuses dans un bar de la banlieue d'East London. Des centaines de personnes se sont rassemblées vêtues de noir, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour rendre un dernier hommage aux victimes qui pour la plupart étaient des adolescents. Dans son éloge funèbre, le chef de l'État a mis en cause le non-respect des lois en vigueur concernant la consommation d'alcool. Le gouvernement national nous accuse, le gouvernement provincial, le local, la police, les propriétaires de bars, ils nous font tous des reproches. Et ce blâme doit être jeté aux pieds de ceux qui font de l'argent sur les rêves et les vies des jeunes Sud-Africains, en enfreignant la loi et en vendant de l'alcool à des enfants mineurs. Les circonstances de l'incident ayant provoqué une effusion de chagrin dans le pays restent pour l'heure toujours inconnues. Néanmoins, les causes les plus probables semblent être la fuite de produits chimiques additionnés à une surconsommation d'alcool. La tragédie a relancé le débat sur les inégalités criantes de l'Afrique du Sud. Beaucoup, y compris le président Ramaphosa lui-même, ont souligné le manque de terrains de sport viables, de centres dédiés à la jeunesse ou de bibliothèques dans les quartiers populaires. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, est attendu donc à Ouagadougou en fin de cette semaine pour y rencontrer les autorités militaires issues du coup d'État de janvier. Blaise Compaoré, qui a été donc condamné par contumace à la prison à perpétuité en avril dernier par un tribunal militaire de son pays, est attendu donc en fin de semaine, soit le jeudi ou le vendredi prochain. Reportage. Burkina Faso's former president, Blaise Compaoré, has been sentenced to life imprisonment. It's over his role in the 1987 murder of his predecessor in a coup. Burkina Faso's ex-president Blaise Compaoré was sentenced in absentia to life imprisonment on Wednesday for his role in the 1987 murder of his predecessor, Thomas Sankara, in a coup. Mariam Sankara, wife of the assassinated leader, after the military tribunal's verdict was announced. I think that now the people of Burkina Faso and the public opinion know who Thomas Sankara is, who is the man, who is the politician, what he did, what the people who assassinated him want. From that point of view, I am relieved because we know who he is. Compaoré went on to rule for 27 years before being ousted in another coup in 2014.
and fleeing to Ivory Coast, where he is still believed to live. He was found guilty on an attack on state security, complicity in murder and concealment of a corpse. Two of Compare's former top associates were also sentenced to life imprisonment. All three have previously denied involvement in Sankara's death, along with 11 other defendants accused of plotting the assassination. 3 of the 11 were declared innocent, and the rest received between 3 and 20 years. The charismatic Marxist revolutionary Sankara, who gained a reputation as Africa's Che Guevara, was gunned down in the capital Ouagadougou at the age of 37, 4 years after he took power in a previous coup. He won public support in the impoverished nation by selling a government fleet of Mercedes, lowering the pay of well-off public servants and forbidding first-class state travel. He cut down his salary, refused to work with air conditioning, and jogged through Ouagadougou unaccompanied. Critics say his reforms curtailed freedoms and did little to enrich ordinary people. But admiration remains, and justice has long been awaited by Sankara's family and supporters. En République démocratique du Congo, quelques 27 millions de personnes sont confrontées à des conditions de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë d'urgence. La situation pourrait s'aggraver dans les prochains mois sans une assurance accrue. On mis donc en garde mercredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial. Ces chiffres sont un signal d'alarme pour plus d'action et pour faire les choses différemment. Reportage. En République démocratique du Congo, au moins 27 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Le rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, qui ne reflète pas encore les effets de la guerre en Ukraine, révèle la fragilité des systèmes agroalimentaires et les inégalités. Avec l'augmentation des prix, ces populations auront du mal à accéder à certains denrées alimentaires et ça va certainement accroître leur vulnérabilité. Et je pense que ça, c'est un des gros impacts déjà de la crise en Ukraine qu'on constate ici au niveau de l'action humanitaire. Dans l'Est, les récents combats ont déplacé des milliers de personnes qui vivent désormais dans des conditions précaires. Pour le chef adjoint de l'OCHA, le bureau de la coordination de l'ONU en RDC, les acteurs humanitaires et du développement doivent travailler ensemble pour garantir l'approvisionnement en nourriture des déplacés. Je pense qu'il faut travailler, les acteurs humanitaires, mais aussi avec les acteurs de développement. Il faudrait, avec aussi tous les programmes de développement que le gouvernement met en place, et travailler dans une approche holistique pour pouvoir effectivement adresser les causes de cette insécurité alimentaire et permettre à ces populations de pouvoir avoir accès à la nourriture dans les zones dans lesquelles elles sont. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le monde s'éloigne de son objectif d'éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Le rapport souligne également la nécessité de se concentrer sur la promotion de régimes alimentaires sains. Le Parlement européen demande que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 324 eurodéputés ont appuyé cette demande alors qu'aux États-Unis, ce droit n'est plus garanti au niveau fédéral. Reportage. Le Parlement européen condamne la régression des droits des femmes, de la santé et des droits sexuels aux États-Unis. La Cour suprême américaine a annulé le mois dernier le droit à l'avortement. C'est donc aux États américains de légiférer sur cette question. Les plus conservateurs imposent déjà une interdiction de l'interruption volontaire de grossesse ou sont en passe de le faire. J'étais totalement sous le choc lorsque j'ai entendu ce projet qui voulait tout simplement faire reculer les droits fondamentaux. En particulier en tant que femme, je veux défendre nos droits à disposer de nos corps et faire nos choix. Je pense que nous devons faire tout ce qui est possible pour lutter et résister contre ce type d'attaque. La résolution, adoptée par 324 voix contre 155, demande d'inscrire l'accès à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Les eurodéputés estiment qu'il existe des signaux inquiétants en provenance des États membres de l'Union.
Il y a des pays en Europe qui ne garantissent pas les droits des femmes à la santé et à la reproduction. La Pologne. Et nous ne savons pas si d'autres pays vont suivre. Quoi qu'il en soit, il est important de garantir que nous pouvons inclure la santé sexuelle et reproductive dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour garantir que nous parlons des droits de l'homme. Malte est le seul pays membre de l'Union qui interdit l'avortement. La Pologne applique pour sa part des lois très restrictives. Les eurodéputés appellent les gouvernements à garantir l'accès à des services d'avortement légaux et sûrs, ainsi qu'à des services de soins prénataux et maternels. En Ukraine à présent, les civils ont continué mercredi d'évacuer la ville bombardée de Sloviansk dans l'est de l'Ukraine. Prochain objectif et priorité des forces russes dans le plan de conquête totale du bassin de Donbass après 4 mois et demi de conflit. Reportage. Tout quitter et partir pour tenter de rester en vie face à l'avancée des troupes russes dans la région de Donetsk. Ces habitants de Sloviansk s'y sont résolus ce mercredi, suivant les recommandations du gouverneur ukrainien de la région. Certains d'entre eux ont parfois tout perdu dans les intenses bombardements russes survenus ces derniers jours. Selon le maire de Sloviansk, près de 23 000 personnes restaient à être évacuées ce mercredi. La prise de cette ville, qui comptait 110 000 habitants avant la guerre, est devenue l'un des nouveaux objectifs de la Russie. Ces images montrant des soldats ukrainiens au combat dans la région de Donetsk dateraient de ce mardi. Elles ont été rendues publiques par le ministère ukrainien de la Défense. Ces images de frappes aériennes ont quant à elles été diffusées par le ministère russe de la Défense qui dit avoir tué une centaine de personnes qualifiées de nationalistes ukrainiens du côté de Kharkiv. Une information démentie par Kiev. Dans cette guerre, qui est aussi une guerre de communication, les images de propagande se multiplient des deux côtés. Ces images, fournies là encore par le ministère russe de la Défense, montrent un prêtre aspergeant d'eau bénite une voie ferrée ce mardi sans indication de lieu. Ici, dans la région de Kharkiv, région voisine de Donetsk, des soldats ukrainiens creusaient des tranchées ce mardi pour tenter de fortifier et de protéger les positions autour de la deuxième ville du pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.